Olá, boa tarde, bem-vindos a esta conferência, que é a última conferência do programa da Bienal Index deste ano, porque ainda está a durar, ainda temos um concerto hoje, ainda temos as exposições, dedicado ao tema da coexistência. E resolvemos encerrar também este debate, que teve vários momentos, passou por várias etapas de reflexão, que vão ficar quase todas disponíveis online, com uma conferência sobre esta ideia de coexistência planetária, que é uma ideia ampla, mas que eu penso que o nosso convidado tem aqui muitas coisas para nos ajudar a nutrir esta ideia. Nós estamos com Sename Kofi Agboudjinou, espero ter dito bem o nome, e quero começar por agradecer também a tua vinda cá. Merci beaucoup, Sename, pour être là avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Je vais poursuivre un tout petit peu en português. Vou só fazer aqui uma breve leitura da nota biográfica do Sename. É mesmo algo muito curto, porque o percurso do Sename é grande. Sename Kofi Agboudjinou é um pensador, um autor, é ativista tecnológico, empresário social, é arquiteto urbanista, portanto a sua formação é design industrial, arquitetura e antropologia também. É curador de exposições e dá palestras e workshops um pouco por todo o mundo. Vão ver que estas práticas, todos estes campos fazem do Sename um pensador também transdisciplinar e todas estas experiências são convocadas. Sename é cofundador de l'Africaine d'Architecture, uma plataforma colaborativa de experimentação e investigação sobre a arquitetura e urbanismo africanos, e da Hub City Whole Labs, que eu acho que pode ser interessante depois, até quando for o momento de conversarmos, porque a ideia é termos aqui um momento de escuta, mas depois haver uma conversa, pensando que Braga tem este projeto, Braga Media Arts, e está também assente nesta relação entre a cidade, a arte e a tecnologia. Acho que pode haver aqui partilhas interessantes a fazer com a experiência com o Hub City Whole Labs, que é uma rede de centros tecnológicos togoleses, no Togo. Sename vem do Togo, que visa promover a equidade face à revolução digital. Sename trabalha com conceitos que incorporam elementos indígenas no design moderno, que implementa ao nível do produto, do edifício e do planeamento urbano. O seu trabalho desenvolve visões alternativas em torno de questões de arquitetura holística, computação primitiva, democracia na tecnologia e sustentabilidade urbana. E se calhar já vamos falar um pouco mais sobre tudo isto. Ou então fazemos perguntas depois também no final. Sename, merci beaucoup d'être là. Je te donne maintenant le stage, donc la parole. Merci. Allô. Je vous remercie pour l'invitation et l'accueil. Je vais parler pendant une demi-heure et après on va discuter. Pour la traduction, si ça va trop vite, n'hésitez pas à me faire signe d'une façon ou d'une autre pour que je m'adapte. Donc encore merci pour l'invitation. Le sujet que vous m'avez proposé de développer un peu, c'est la coexistence. Et en réalité, pour faire cela, et surtout pour ramener à moi et à ce que sont on va dire à la fois mes engagements théoriques et pratiques, je vais beaucoup plus parler de la modernité et de la relation de la modernité à la coexistence. Et il y en a, c'est même un des fondamentaux de la modernité, le sujet de la coexistence. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'essaie d'élaborer à ma façon une sorte de critique de la modernité. Alors, je ne suis pas très original, puisque c'est quelque chose d'assez installé désormais. Il y a des gens plus autorisés que moi, qui le font beaucoup mieux que moi. Moi, ma contribution, en réalité, c'est d'essayer de simplifier
en proposant une explication un peu alternative et donc vraiment très simple de ce que c'est que la modernité. Et là-dessus, d'essayer d'en schématiser un peu le process, de sorte que si la compréhension devenait la plus simple possible, on serait moins tétanisé qu'actuellement pour pouvoir proposer des possibilités de l'adresser en réalité. Donc la grosse partie de ma contribution à cette critique de la modernité, c'est d'essayer de schématiser ou de le rendre plus facilement compréhensible. Mais en cela, je ne suis pas, enfin, c'est plutôt de la paresse qu'autre chose. Et il y a une deuxième partie de cette contribution qui, là, est peut-être à tout point de vue originale, que j'essaierai aussi de vous partager. Mais d'abord, donc, ce que j'essaierai de communiquer, c'est cet effort de simplification dans l'explication de ce que c'est que le problème moderne. Et je le fais en essayant de toucher du doigt. D'abord, il faut expliquer que c'est un sujet très européen. C'est la modernité, quelque chose qui est né dans un espace géographique précis, qui est l'espace européen, et qui s'en est émancipé ensuite, certes, mais c'est un sujet très européen qui est devenu global. Et c'est un sujet qui s'expliquait complètement par rapport à ce qui étaient les réalités de l'Europe à une certaine période. Donc cette chose, la modernité, s'est cristallisée autour du XVIIIe siècle, mais elle a des racines un peu plus profondes dans le temps. Et il s'agissait, c'est ce qu'on appelle le libéralisme, en réalité de produire un individu européen le plus libéré possible d'un certain nombre de contraintes qui existaient à ce moment-là en Europe. Les contraintes étaient de toute nature, et le penseur européen, les philosophes se sont mis en projet de régler ce problème-là, de la domination en quelque sorte que subissait l'individu européen. Et en essayant de régler ce problème, et donc de développer toute l'idéologie libérale, puisque tout le libéralisme, c'est une grande éthique de libération de l'homme, on a produit presque par accident un certain nombre de problèmes dans la question de la coexistence. Alors, libérer l'homme a d'abord consisté en Europe à essayer de pacifier ce continent, parce que c'était un continent en permanence en guerre entre toutes les nations. Et pour pacifier le continent, une des propositions a été de trouver, même si ça n'a pas été formulé clairement comme cela, une des propositions philosophiques a été de trouver un nouvel ennemi. Et ce nouvel ennemi a été la nature. C'est-à-dire qu'on a fait paix en Europe, paix des armes, pour tous ensemble, en tant qu'Européens, se proposer d'aller conquérir ou de faire face à ce nouvel ennemi qui était la nature à soumettre, etc. etc. Donc, le processus de soumission de la nature a aussi directement lien avec l'épopée coloniale, puisque c'est parce que certains individus à certains endroits de la planète étaient considérés comme naturels qu'il a été justifié d'aller les mettre aussi en servitude. Donc ça, c'est un des aspects. Mais la chose ne s'est pas, le sujet de la libération de l'individu européen ne s'est pas réglé seulement de la sorte. Il y a eu aussi un fort mouvement de ce qu'on appelle la privatisation des valeurs. C'est-à-dire que le sujet de la valeur, et notamment certainement que vous êtes familier à cela ici à Braga, plus singulièrement, la question de la croyance n'était pas une affaire individuelle. Donc la croyance était une affaire d'autorité. Et le philosophe européen a proposé donc ce qu'on appelle la neutralité axiologique, de basculer d'un système où la croyance était quelque chose d'institué à une situation où chacun pouvait croire ce qu'il voulait. Donc ce sont là, en quelque sorte, les grandes révolutions qui ont été mises en place en Europe pour pacifier le continent et produire de plus en plus de liberté individuelle, en commençant par la liberté de croire individuellement ce qu'on veut, qui sont les fondamentaux du libéralisme et quelque chose qui a nourri l'esprit moderne. Et donc, en réalité, tout cet effort visait à mettre en chantier quelque chose de très particulier
qui est donc la vraie révolution que l'Europe a conceptualisée au XVIIIe siècle. Cette chose très particulière, c'est ce que j'appelle ego. Ego, ou ego, je crois, en anglais. Ego, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est contre-intuitif pour toutes les autres civilisations de la planète. C'est quelque chose qui a été inventé en Europe. Ego, c'est quoi? Ego, c'est le jeu qui parle et qui s'assume parlant. C'est l'idée d'une sorte de conscience exacerbée de sa propre personne. Et je dis que c'est contre-intuitif pour tous les autres êtres humains parce que les êtres humains ne se considèrent pas aussi radicalement comme singuliers. C'est-à-dire que tous les individus partout dans le monde se sont pensés comme participants d'un flux. Je n'ai pas, je ne suis que le moment de quelque chose qui continue en réalité. Donc je n'ai pas de limite, je n'ai pas, comme nous le concevons aujourd'hui, une date de naissance et une date de mort. La naissance et la mort ne bornent qu'un moment, mais je dépasse cet instant-là. Et je ne suis pas non plus moi, puisque en moi il y a de ma mère, il y a de mon père. Et quand je vais partir, je vais nourrir d'autres éléments. Et même pendant mon vivant, je nourris déjà, pour ma part, 2 autres êtres humains qui continuent un peu de poursuivre le cycle. Donc il y a de l'arbre en moi, il y a de l'animal en moi. Quand je mourrai, ben, je serai autre chose. Et cette idée de ego, qui est donc la formalisation de quelque chose de séparé, est une idée abstraite pour n'importe quelle société humaine en dehors de l'espace et du moment historique et philosophique européen qui a permis de le conceptualiser. Et encore une fois, c'était complètement justifié de faire cette révolution à ce moment-là, puisqu'il s'agissait de conquérir un certain nombre de libertés et de droits pour l'individu européen qui alors subissait ou ces guerres en permanence ou le diktat de la religion, de l'Église catholique, etc., etc. Mais encore une fois, ego est une construction abstraite. Et là où le problème commence, c'est que pour permettre à ego de se développer, il lui a fallu conceptualiser aussi un environnement abstrait. C'est-à-dire que cette idée abstraite nécessitait d'avoir son espace d'épanouissement et il ne pouvait qu'être abstrait puisque ego ne peut pas se développer dans les contraintes matérielles du réel tel que nous le développons. Donc le projet moderne, très vite, a confiné à un projet de réification dans le sens de corriger le réel ou de lui inventer une alternative, un réel de substitution qui serait un réel pensé pour qu'ego se meuve et se déploie tout à fait en tout épanouissement. Et pour faire simple, en sautant peut-être les étapes, ce que je veux dire par là, c'est que le projet moderne et tout le paradigme qui a été construit ensuite sous la coupe duquel nous sommes encore, en fait, est un projet de synthèse. C'est un projet d'artificialisation et c'est un projet radicalement anti-organique par défaut. C'est par démission conceptuelle, c'est parce que les philosophes ont été paresseux qu'ils n'ont pas poussé la radicalité de la libération de l'homme en la concevant inscrit dans le réel. Et il a été plus facile à un moment donné de le penser libéré en lui construisant un monde de synthèse conceptuellement. Sauf que ce monde de concepts, et c'est peut-être la deuxième partie de mon propos, ils l'ont mis en chantier. C'est-à-dire qu'après avoir conceptualisé ego et cet individu épanoui, on a commencé à rendre en quelque sorte philosophiquement possible son avènement à travers toute une série de propositions. Et la philosophie moderne, à partir de là, a confiné à une philosophie de la séparation. La première grande séparation, ça a été ce que Descola appelle le naturalisme, c'est-à-dire que la pensée moderne, les pionniers là-dessus, c'est Descartes qui dit que l'homme est esclave de la nature, dont il doit s'émanciper
pour se réaliser normalement et idéalement soumettre. Il faut que l'homme soumette la nature. Donc le philosophe européen a proposé cette idée que l'homme devait se séparer de la nature pour réaliser son plein potentiel. Encore une fois, idée complètement révolutionnaire qui choquerait n'importe quel Africain, quel Asiatique, quel Océanien traditionnel, puisque nous ne nous pensons pas, nous ne nous pensons jamais séparés de la nature. C'est impossible même de faire advenir cela en logique. Nous sommes de la nature, j'ai de la nature en moi et je vis intriqué de la nature. Donc l'homme européen a été le premier à proposer cela. La séparation avec cette mise en distance avec la nature. Et évidemment, le problème de la modernité, c'est que à chacune des propositions que je vais présenter maintenant, à chacun des moments de séparation, le capital y a trouvé un intérêt. Et donc il y a eu une collusion entre la pensée moderne et le profit. Puisque le profit a tout de suite vu l'intérêt d'imaginer qu'on puisse se séparer de la nature et soumettre la nature. Et ça ouvre des possibilités à la relation instrumentale à la nature. Et donc désormais, on peut voir la nature non seulement comme quelque chose dont nous participons ou quelque chose dans lequel nous sommes apparentés, mais quelque chose qu'on peut exploiter. Donc la nature s'est réduite à ses utilités. Et encore une fois, il faut bien comprendre que l'épopée coloniale se nourrit beaucoup de cette vision. Et il y a eu tout un effort pour légitimer la violence en assimilant des individus au naturel. Donc c'est en quelque sorte par extension du domaine du naturel qu'on a mis des gens en esclavage, parce qu'il fallait les arracher eux-mêmes de leur statut naturel. Alors il n'y a pas que les peuples non européens qui ont souffert de ce naturalisme, de la nature à soumettre. Le dernier bastion, en quelque sorte, en Europe même, si on en croit les thèses des écoféministes, ça a été la femme. Puisque la femme est cet être qui maximise beaucoup de naturel en elle. Elle ressent la lune, etc. C'est pour ça qu'elle est hystérique. Et donc, le projet naturaliste, si on en croit Death of Nature et tout le mouvement écoféministe, est aussi, en quelque sorte, un des leviers de ce qu'on appelle le patriarcat. Et donc le patriarcat serait une sorte de naturalisme sociétal, comme le capitalisme est un naturalisme économique. Donc première grande séparation, première grande rupture avec des considérations organicistes du monde, le naturalisme. Mais l'homme extrait de la nature n'était pas encore complètement réalisé pour le philosophe européen. Il y avait encore un patrimoine d'organicité dont il fallait le débarrasser. Donc à la suite du naturalisme, on s'est proposé on a formalisé une deuxième séparation, toujours dans le but de sculpter Ego, cet individu complètement illibéré de toutes les contraintes. Cette deuxième grande séparation, c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'on a modélisé en Europe le groupe sur le modèle de la nature. Et on a considéré que l'homme était aussi contraint en famille, en tribu, de liens, qu'il était contraint de lianes dans la nature. Et il fallait donc arracher l'homme de toutes ces contraintes et de tout le dictat du groupe pour qu'il se réalise complètement. Donc l'individualisme est le second niveau de séparation dans le processus de production de cet individu complètement libéré. L'individualisme lui-même a eu énormément de renforts de beaucoup de domaines. L'économie, bien sûr, puisque l'économie s'est emparée de ce sujet. Et tout ce qu'on appelle l'économie politique avec Adam Smith a tout de suite théorisé la concurrence de tous contre tous et l'égoïsme individuel comme étant la valeur suprême pour produire des sociétés épanouies. Et cette chose s'est faite d'ailleurs régulièrement à grand renfort de principes qui étaient complètement irrationnels, alors que la rationalité a expliqué la logique de cette série de séparations. Donc, dans le cas de l'économie, on a fait intervenir la main invisible, qui est complètement, en réalité, qui ne s'explique pas logiquement, pas rationnellement, mais on a produit, dans cet effort de rationalisation du monde, qui est le processus
de séparer l'homme de ce qui le contraint, on a produit d'autres formes d'irrationnel complètement assumées, une forme de pensée magique justifiée par la rationalité elle-même, et la main invisible en est. Mais l'économie n'est pas le seul domaine qui a beaucoup nourri l'individualisme. L'art en Europe a aussi beaucoup été un renfort de la production de cette deuxième grande séparation disorganique, puisque l'art, dans toute la séquence des courants artistiques, à ce moment-là, classiques, romantiques, néoclassiques, etc., ont tous eu une constante qui est de défendre un individu isolé. Et c'est dans l'isolement et dans la capacité à jouir, à la jouissance personnelle, qu'on a vu qui sanctuarise la capacité de production et de consommation de l'art. Et donc l'art a été un des grands ciseaux qui a permis de produire l'individualisme. Donc voilà un peu comment j'explique les choses. Et donc, présenté de la sorte, vous voyez l'enjeu que cela propose à quelque chose qu'on pourrait appeler une radicalité de la coexistence, puisque ce que je présente là, c'est la première philosophie, c'est le premier système de pensée, c'est la première vision du monde qui a construit sa valeur sur de la séparation avec de la nature, puis la séparation avec le groupe. Maintenant, ce qui est peut-être moi, mon originalité, ma contribution à cette critique, puisque tout ce que je viens de dire là, tout le monde le dit désormais, hein, il n'y a pas un seul penseur économiste, puisqu'ils sont tous économistes maintenant, les penseurs, qui ne dit pas la même chose. Ce que j'ajoute pour compléter cela, c'est que on pense en réalité aujourd'hui que le problème moderne est achevé dans le passé et que nous ne faisons qu'en subir les conséquences. Mais que l'intentionnalité de la pensée des Lumières est atarie et que maintenant, bon, on doit faire face aux conséquences de cette chose qu'on a construite et qu'il faut civiliser le monde d'aujourd'hui du problème moderne en accouchant d'autres choses. Et ce que je dis, c'est qu'en réalité, c'est trompeur de voir la chose comme ça, que la modernité n'est pas achevée dans le passé. En réalité, la modernité est dynamique. L'intention n'est pas réalisée et pire même, la modernité est véloce, c'est-à-dire qu'elle est en train, en ce moment même, d'amorcer son ultime mutation. Pourquoi? Parce que ce que la pensée moderne occidentale, la pensée moderne européenne a théorisé, ce n'était pas seulement deux séparations. Il y avait un troisième niveau de séparation qui n'a pas pu se concrétiser parce que les moyens techniques de l'époque ne le permettaient pas. Qu'est-ce que c'est que cette troisième séparation? C'est l'idée que l'homme, même séparé de la nature puis du groupe, n'était pas encore complètement réalisé parce qu'il avait encore une dernière contrainte organique, c'est son corps. Et que l'homme réellement achevé, l'homme dont le potentiel pouvait complètement être constaté, et ce serait un homme qui pourrait en quelque sorte abolir cette dernière contrainte d'organique qui est la chair. Et donc tuer la chair était déjà en projet dans la proposition moderne. Elle est prise en charge par des choses un peu complexes, beaucoup en littérature, mais l'idée qu'on puisse vivre uniquement en conscience et se déployer sans être contraint par l'enveloppe charnelle et toute la médiocrité de ce dernier bastion d'organicité était déjà présent dans les Lumières. Seulement, les moyens d'activer cette troisième séparation n'existaient pas. Et vous commencez à comprendre que, quand je dis que la modernité est véloce, c'est que désormais, le projet moderne, en fait, est actuel. Elle peut achever son plein potentiel parce que de plus en plus, nous émergeons dans un monde où les conditions techniques pour tuer la chair, tuer le corps
et doper la conscience sont en place. Et donc la modernité pourrait se réaliser désormais de façon radicale, dans sa pure radicalité. Donc le problème de notre époque, c'est un problème de la radicalité de la modernité. Ce n'est pas un problème de régler ce que la modernité nous a laissé en legs. La modernité n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui. Il y a un lien direct de cette situation aux politiques. Je vais essayer de proposer cette relation en passant par Hannah Arendt. Hannah Arendt dit que le politique est une production du désir d'immortalité et qu'il y a chez les hommes, dans l'investissement de faire du commun, de produire de la coexistence, une conscience qui les met qui les meut, c'est la conscience de leur mortalité. C'est parce que nous savons que nous sommes mortels que nous investissons le politique. Et le politique étant le seul moyen pour nous d'être immortels, de produire quelque chose qui nous survit. Et donc il y a une relation de la condition humaine et comment dire, il y a un lien direct entre la mortalité, le périssable de notre enveloppe et la qualité du politique que nous produisons. En cela, elle est très proche, sans exactement dire la même chose de Heidegger, puisque Heidegger dit que nous habitons en tant que mortels, en parlant d'habiter en tant que prendre soin du monde. Et ce n'est que parce que nous sommes mortels que nous prenons soin du monde. Tout ce que cela veut dire, et ce que dit clairement Hannah Arendt, c'est que si nous devenions immortels ou si nous avions la conscience de notre immortalité, ce serait la fin du politique. C'est-à-dire que nous privatiserions l'immortalité. L'immortalité aujourd'hui est publique. C'est l'espace dans lequel tous ensemble nous essayons de faire commun. Si l'immortalité était privatisée, on basculerait de ce qu'elle appelle de l'œuvre au travail. Le travail, c'est le satisfecit personnel. L'œuvre, c'est ce que nous faisons collectivement. Donc il y a une relation, là je la présente de façon un peu philosophique, mais c'est très clairement le décor qui est planté aujourd'hui, c'est que le potentiel nouveau que nous offre le technologique met en crise directement le politique en créant une situation d'exacerbation d'ego. Voilà, je vais juste le dire comme ça, et s'il y a des questions après, j'essaierai de défendre un peu le point de vue. Pour continuer un peu là-dessus et nourrir le côté problématique de cette situation, mais avec des arguments plutôt à moi maintenant, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est la prise de conscience que là, j'ai parlé de 3 niveaux de séparation. La séparation avec la nature, la séparation avec le groupe et la séparation avec nous-mêmes. Il faut constater que chaque niveau de séparation produit quelque chose de critique, de problématique. L'idée de se séparer du groupe et l'idée de produire sociétés humaines qui soient des sociétés qui n'accueillent pas la nature, je parle de la nature, c'est à travers ce qu'on a appelé les zoonoses, ce qui nous a fait basculer dans la crise du Covid. C'est l'idée de sociétés humaines qui se retrouveraient en conflit dans des limites qui ne sont plus poreuses avec des sociétés non humaines, qui créent ces espaces de production de mutants en réalité. Situation qui n'existe pas, par exemple, dans les sociétés traditionnelles. La société traditionnelle ne se pense pas dans son installation en opposé à ce qui la dépasse, qui est la structure biosphérique. Le village n'est pas l'opposé de la brousse. Les hommes ne vivent pas en brousse, contrairement à ce qui a justifié la mise en sac de ces civilisations. Mais l'espace des hommes n'est pas de l'anti-brousse. Il y a de la brousse dans l'espace des hommes et il y a de l'humain dans l'espace sauvage. Et il y a toute une série de médiations pour passer d'un espace à l'autre.
et tout un tas de rituels pour concilier les deux civilisations, la civilisation humaine et la civilisation non humaine. Mais la radicalité de cette séparation proposée par l'Occident est ce qui crée, donc, par exemple, les crises comme la crise du Covid. La séparation avec la nature produit tout un espace problématique aussi de la marchandisation du vivant. C'est le vivant d'éprouvettes, le vivant breveté, etc., etc. Donc cette première séparation a en potentiel tout un espace de production d'éléments, bon, je vais dire mutants, mais d'éléments problématiques. Vous avez le même problème dans le deuxième niveau de séparation. Quand on imagine que l'homme peut être séparé du groupe, on crée tout un espace de possibilités problématiques dont l'incarnation suprême aujourd'hui est la question de l'économie. Puisque l'économie qui était du service n'est désormais plus quelque chose qui nous sert, hein, c'est quelque chose que nous servons. Ce n'est pas seulement une science qui souligne nos relations, c'est un espace autonome qui s'est abstrait du service et qui s'est abstrait de la structure sociale à la faveur de cette possibilité qu'on a envisagé que l'homme pouvait vivre en concurrence avec les autres hommes, et qui a développé cet espace, une forme d'hégémonie et un caractère, comment dire, de surplomb par rapport à nos sociétés. Donc désormais, l'économie, c'est nous qui devons la servir. Nous devons régulièrement sauver l'économie. Ce n'est pas l'économie qui nous sauve. Et quand j'essayais d'expliquer ça il y a quelques temps, j'avais du mal, mais maintenant j'ai l'exemple parfait de ça. Qui se souvient de la dame qui a été Premier ministre en Grande-Bretagne récemment, qui a fait 6 jours et qui a... Comment elle s'appelle? Voilà. Vous savez pourquoi elle est partie? Ben, elle a été démissionnée après 6 jours par le marché. Moi, j'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, mais pourquoi cette dame qui, par ailleurs, paraissait tout à fait sympathique, n'a fait que 6 jours? On m'a dit, dès qu'elle est arrivée, elle a pris des décisions qui n'ont pas plu au marché. Je me suis dit, bon, ben, la Grande-Bretagne, je pensais que c'était démocratique et que c'est les gens qui décidaient. Je ne savais pas que c'était le marché qui décidait. Mais le marché donc, lui a envoyé un petit bonhomme, un vieillard, qui est allé la voir et qui lui a dit qu'elle ne peut plus rester là parce que les décisions qu'elle a prises ne lui plaisaient pas. Donc l'économie, désormais, nous tire sa loi en elle-même. Et c'est complètement, ça n'a rien de rationnel, hein, l'économie. Je vous invite à vous y intéresser. C'est un univers complètement magique. Et l'économie nous délègue désormais des gens pour nous dire qui doit nous diriger si l'économie n'est pas content. Donc, problème avec ce deuxième niveau d'abstraction produit par la pensée moderne. Et ma théorie, c'est que dans le troisième niveau d'abstraction que nous allons vivre maintenant, qui est cette possibilité pour nous de mettre de plus en plus en silence notre enveloppe charnelle et notre corps, et d'avoir des expériences uniquement en conscience, voire même la capacité de collecter en quelque sorte la substance de l'homme qui serait sa conscience et considérer comme ou archaïque ou contingent la chair, il va aussi s'abstraire une zone de problématique, tout un espace de possibilités qu'on voit déjà à travers certaines expérimentations dans la Silicon Valley. Et si ces trois éthérés, ces trois abstractions problématiques arrivaient à coaliser, on aurait une nouvelle forme de colonisation et la possibilité d'achever le projet moderne de construire un monde autonome dans lequel ego pourra s'épanouir. Donc c'est un peu l'enjeu, je crois, de notre temps. C'est le potentiel d'achèvement du projet artificiel qui est en germe un peu dans la conscience moderne. Et pour y répondre, et ça me permet d'en arriver peut-être à l'Afrique pour conclure, si j'ai encore un peu de temps, pour y répondre, évidemment, en décidant de soigner le problème par ce qu'il attaque, il s'agirait de proposer une forme de radical organique. Et donc de réenchasser très fortement l'homme dans son corps,
en architecture, si je veux prendre que ce domaine-là, ça veut dire faire de la proposition qui force au mouvement. Idéalement que le corps ne soit pas réduit au potentiel moindre. Donc énormément de mouvements. Ensuite, réenchasser l'homme dans sa communauté, et donc en architecture, multiplier les liens, forcer les rencontres, et pour finir, bien sûr, enchasser le groupe dans la nature, dans la structure biosphérique. Ce n'est pas le chemin que prennent les choses, puisque je vous dis, le projet moderne est véloce. Et en fait, c'est ce qui m'amène à m'intéresser au sujet de la ville. Le projet moderne a vu dans la ville le potentiel d'achever son potentiel, la possibilité d'achever son potentiel. Pourquoi? Parce que la ville, à travers une proposition nouvelle qui est la Smart City, est la conceptualisation la plus radicale de cet individu isolé de son corps, du groupe et de la nature. Puisque, en réalité, si vous comprenez la Smart City à fond, c'est l'idée qu'on puisse être tous, chacun chez soi, plus dans des habitations, mais dans des habitacles, c'est-à-dire des configurations qui ne favorisent pas le lien. Parce que si j'ai mes enfants, si j'ai des amis, plus j'ai du lien, moins je passe du temps sur mon ordinateur. Et moins je suis intéressant pour la nouvelle forme de capitalisme, qui est un capitalisme de la donnée, qui veut qu'on passe le maximum de temps sur des devices. Donc, il faut réduire les liens au maximum. Et évidemment, il ne faudrait pas être dans la nature à regarder les arbres, parce que là aussi, c'est du temps perdu pour le capital. Mais être dans un environnement isolé qui favorise, qui idéalise la vie en esprit au détriment de la possibilité d'actionner son corps, c'est le moyen de maximiser le profit, mais le moyen aussi, en retour, de vous surveiller. C'est le concept du télécran chez George Orwell. Et donc, tout ce qui se faisait anciennement à l'usine, qui était de vous exploiter et de vous surveiller, et pour lequel on vous poussait dehors, on vous obligeait par tout un tas d'astuces à quitter chez vous pour aller à l'usine, ben, se fait désormais chez soi. Et donc, l'effort aujourd'hui du capitalisme, c'est de vous garder chez vous et que vous ne sortiez pas. Et il faudrait dégager complètement les espaces publics pour de l'algorithme, pour des livreurs Uber, le temps que les drones ne prennent le relais. Donc voilà un peu la configuration de la Smart City telle qu'elle est en intention, si elle est drivée par le profit. Et la Smart City a identifié qu'elle achèverait plus rapidement ce projet en faisant un détour par l'Afrique, puisque les plus grandes villes du monde vont émerger sur ce continent. Dans les 30 prochaines années, c'est les 5 plus grandes villes du monde qui devraient se retrouver en Afrique. Dans une configuration où il y a, on va dire, moins de vigie, dans le sens où les décideurs, pour faire un peu caricatural, disons que c'est moins démocratique. On requiert moins l'assentiment éclairé des citoyens, il y a plus de corruption, etc. etc. Donc il y a une sorte de coup d'envoi de la course à la Smart City qui passe par le continent, mais qui, d'un point de vue de l'époque, devrait se lire avec le filtre de ces questions de coexistence et du projet moderne et le potentiel de notre époque à adresser le projet moderne. Donc l'Afrique pourrait être le moyen de la réalisation de la modernité dans sa radicalité. C'est aussi le continent qui a le plus de potentiel, paradoxalement, de corriger le projet moderne. Il faut savoir que le projet moderne lui-même est challengé par un certain nombre de mouvements actuellement. Le premier des mouvements, c'est ce qu'on appelle l'Anthropocène. Et on a beau dire, l'Anthropocène a quand même déjà irrigué beaucoup les consciences des épistémés, des corps de savoir, etc. Et l'Anthropocène rend caduque beaucoup de piliers de la pensée moderne. Et l'Anthropocène est beaucoup plus établi qu'on ne le pense.
Si vous prenez la sociologie, par exemple, j'ai un ami qui me disait la dernière fois qu'il ne se passe plus rien en sociologie, que c'est une science morte, parce que l'idée qu'on puisse continuer à étudier l'homme uniquement sous le fil des relations entre humains est énormément challengée par l'Anthropocène. Donc il faut penser désormais l'homme en relation au non-humain, etc., etc. Donc l'Anthropocène est un mouvement profond qui challenge le projet moderne. Il y a un autre challenge qui s'offre à lui, qui vient plus des sciences. Et pour faire caricatural de tout ce qui se passe autour du quantique. Le quantique est en train de provincialiser la raison ou la pensée rationaliste. On sait désormais que je peux être ici et être ailleurs en même temps. C'est factuel, c'est scientifique. Et cette chose, même si elle n'affleure pas encore, ce n'est pas encore des sujets de discussion, etc. C'est très profond, mais la science telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est une science fondée par la modernité, donc une science des catégories, puisque quand vous êtes dans les catégories, vous êtes dans ce qu'on appelle la pensée des encyclopédies, la science ne bug pas. La science est très forte pour expliquer les choses dans des spécialités. Mais la science moderne, la science telle que nous la connaissons aujourd'hui, dès qu'il s'agit d'expliquer globalement, pêche. Elle n'y arrive pas. Et donc, ces limites-là sont de plus en plus visibles grâce à ce qui se passe dans la science théorique autour du quantique. Et il est fort probable que très prochainement, cette chose devienne de plus en plus instituée et qu'on bascule dans une situation de crise de la science. Et avec la crise de la science, il y a beaucoup de l'aura de l'Occident qui s'effrite actuellement. Donc il y a aussi quelque chose du politique qui se met en place. Donc voici un peu les forces de correction du projet moderne, ou les forces réactionnaires par rapport au projet moderne, réactionnaire si vous considérez le projet moderne comme un projet progressiste, hein, ce sont des forces intrinsèquement réactionnaires. Donc ces forces-là cherchent leur espace politique. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un moment où des forces souterraines anti-modernes veulent ou appellent à quelque chose comme une patère pour les accrocher, en fait. Elles cherchent leur espace politique. Et il me semble que dans ce qui se passe actuellement en Afrique, il y a de cela. L'Afrique vit en réalité une nouvelle séquence de décolonisation qui profondément a à voir avec le fait que nous vivons une crise de la modernité et qu'il y a, même si c'est inconscient et pas formalisé, un besoin de nouveaux espaces pour l'alternative à la modernité. Donc l'Afrique est à ce carrefour où soit elle va achever le projet moderne, et dans ce cas, selon mes prédictions, on basculerait dans une forme de colonisation un peu terminale, puisque ce ne sera plus une situation de colonisation de territoire, mais la colonisation du réel lui-même, notre réel sera frappé de caducité en quelque sorte, et nous devrons embrasser un nouveau réel. Ou alors l'Afrique sera capable, et c'est ce qui est en gésine en ce moment, c'est ce qui est en travail, d'accoucher les espaces politiques qui permettent de produire cette alternative-là. Et si ce continent arrive à faire cette révolution, ben, elle civilisera le monde entier, puisque ce sera le continent où il y aura le plus d'humains. Un humain sur 4, d'ici 2050, est censé se trouver sur ce continent-là. Je vais peut-être m'arrêter là. J'avais encore 2 ou 3 choses à dire, mais j'ai peur d'être trop long. Et si des questions le permettent, je pourrais continuer. Et je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Et moi, je suis très curieuse de savoir ces autres choses qui n'ont pas été dites, mais peut-être c'est un bon moment aussi pour commencer la conversation. Peut-être elles vont venir. Et même si vous avez envie à certains moments d'en ajouter, s'il vous plaît, vous êtes le bienvenu pour le faire. L'idée maintenant, c'est qu'on commence ici à discuter un peu, mais après, je voulais bien élargir la conversation à l'audience. Donc, si vous avez des questions, des partages que vous voulez faire, vous pouvez commencer déjà à essayer de les formuler, mais pour vous donner aussi un peu de temps, je vais commencer.
Et il y a beaucoup de choses que je voulais... il y a beaucoup de questions que je peux poser, des topics que peut-être on peut développer un peu plus. Et j'ai trouvé très intéressant la façon dont, au début, vous avez présenté tout un écosystème de la séparation. Et ça, c'est une question dans les différents niveaux, et même comme l'art aussi participe à ça, comme les imaginaires, l'économie, tout notre rapport à la nature. J'ai trouvé très intéressant aussi parce que ça a créé une très forte résonance avec la conversation qu'on a eue ici avant avec Hélène Lima. On a parlé vraiment de cette... aussi, je crois que des stratégies pour contrarier cette séparation venue d'une autre perspective, d'une autre Abya Yala, donc ce qu'on connaît normalement comme l'Amérique du Sud. Donc, il y a de plus en plus ces voix et ces forces, comme vous avez mentionné maintenant à la fin, ces forces qui se cherchent à exprimer politiquement, mais aussi créativement au niveau de l'imaginaire, devenir réel, non? J'ai trouvé aussi très intéressant cette perspective de que ni la modernité n'est pas dans le passé, le colonial n'est pas dans le passé non plus. Et là, on sait qu'il y a tout un processus de décolonisation à faire, qui est cette décolonisation du réel et de l'imaginaire, de la pensée, des corps. Et là, je pense comme j'essaie de faire une petite synthèse, que c'est pas facile, mais et aussi de faire des liens avec des conversations qu'on a ici, parce que cette question aussi de comment les technologies sont en train de créer ces derniers moments de séparation. Où je crois qu'on a adressé ça aussi dans les premières conversations, surtout avec Joanna Moll et Tatiana Basticelli. On a parlé vraiment de cette société de vigilance aussi, mais comment entrer là et créer une disruption dans cette... donc, merci beaucoup pour toute cette... enfin, je crois que voilà, tout ce monde qui vous avez aussi amené ici. Je vais peut-être commencer par une question qui va lier ces questions philosophiques, pas que philosophiques, politiques aussi, mais aussi à vos projets très pratiques dans le OLAB, Hub City. Parce qu'en effet, on ne parle pas ici d'un rejet des technologies, même pas un rejet des portables, des apps, pas un rejet, mais de les prendre en charge autrement. Donc, ce n'est pas rejeter tout ce qui est en train de venir, mais faire autrement pour relier précisément. Donc, je trouve ça... je me demande si vous pouvez parler un peu de ça, parce que ça peut aider aussi à concrétiser comment cette résistance à la séparation se fait, même avec les instruments qui nous séparent, qui ont été faits par le marché, par nous séparer. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Donc, Oui, ce qu'il faut entendre dans ce que j'ai dit, c'est que le problème qu'on a en réalité, c'est un problème de paradigme. Et le paradigme, c'est le truc le plus difficile à adresser parce que c'est justement ce dont on n'a pas conscience. C'est ce qui nous agit sans qu'on en ait conscience parce que c'est le paradigme. Et donc, on a un problème de paradigme. Et tu as raison d'insister sur les questions d'imaginaire. En réalité, pour adresser le problème d'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est produire un nouveau paradigme. Donc, développer un nouvel imaginaire largement partagé qui nous commande en quelque sorte. Et moi, là-dessus, j'invite à regarder
à d'autres géographies et voir qu'est-ce que d'autres sociétés ont pu produire comme imaginaire, pour voir s'il n'y a pas dans cet inventaire la possibilité de voir de nouvelles formes d'imaginaire ou de systèmes de pensée cohérents qui, eux, ne soient pas des systèmes de pensée de la séparation. Et voir s'ils pourraient avoir le potentiel, ces systèmes de pensée-là, de passer à l'échelle. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de proposer quelque chose à l'échelle. Parce que le problème des systèmes de pensée des sociétés traditionnelles, c'est qu'elles fonctionnent dans la cohérence du territoire et des peuples. Mais aujourd'hui, il faudrait proposer quelque chose qui ait les mêmes qualités que le paradigme capitaliste ou le paradigme du profit, c'est-à-dire qu'il soit partagé. Donc ça, c'est le premier enjeu. Il y a un enjeu d'imaginaire. Parce que, en réalité, une idée vraie n'a pas... la force d'une idée vraie n'est pas intrinsèque. Vous pouvez avoir une idée vraie qui n'agit pas. Et le véhicule de l'idée, c'est la passion. C'est la capacité à affecter. Et c'est ce que prend en charge l'imaginaire. Donc, et là-dessus, on a un gros adversaire, puisque l'entité moderne a énormément de ressources pour affecter. Il faudrait développer ou des astuces ou de nouvelles fédérations de ressources pour proposer de nouveaux imaginaires véhicules. Et donc, il y a une grosse responsabilité des artistes, effectivement, dans le problème que nous avons à régler. Maintenant, pour en arriver à la question de la technologie, là aussi, c'est un problème de paradigme. Les technologies, moi, je dis qu'elles ne sont pas mauvaises. Les technologies naissent bonnes. C'est le paradigme qui les pervertit. C'est le paradigme dans lequel elles sont développées. Surtout les technologies du digital. Quand vous prenez les technologies du digital, en tout cas la dernière séquence, c'est des technologies qui sont en tout point de vue organiques. C'est des technologies du pair à pair, c'est des technologies de la redistributivité. Il y a beaucoup de démocratie dans le potentiel du digital. C'est parce que le digital passe par la Silicon Valley et des laboratoires d'innovation qui forcent son potentiel à rentrer dans le corset marchand qu'on a aujourd'hui des devices qui sont complètement empreints de la philosophie de la séparation. Mais on prendrait le digital en potentiel, on le mettrait dans d'autres formes de laboratoires d'innovation verrouillés sur, cette fois-ci, l'éthique de faire de l'organique, qu'on aurait en bout de processus d'innovation des technologies complètement différentes de celles qu'on a aujourd'hui. C'est ce que nous, on essaie de faire très modestement à Lomé avec le projet UpCity. L'idée, c'est de créer dans la ville un réseau de laboratoires d'innovation où on se saisit du potentiel technologique, mais on ne le développe pas pour faire très caricatural, l'idée de maximiser le profit. Donc on développe de la technologie pour qu'elle n'appuie sur aucune faille. En rien, elle n'incube de la possibilité de rentrer en conflit avec la nature, d'être en conflit entre humains et de se retrouver soi-même séparé de soi. Donc c'est le cahier des charges. Et pourquoi on le fait dans le quartier? Parce que le problème du projet moderne, c'est l'échelle. C'est-à-dire que si vous voulez adresser des situations à l'échelle, vous vous retrouvez coincé dans la proposition industrielle de produire pour tout le monde depuis un point de vue unique. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'industrie, en réalité, ce fut une éthique par rapport à une situation, celle de l'émergence des cités-États et la question d'administrer des groupes de plus en plus nombreux. Ça a forcé à passer de systèmes très villageois qui fonctionnaient bien à des systèmes très à l'échelle où il fallait une autorité, etc. etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé, pour gérer la grande échelle, d'avoir une autorité centrale, puisqu'on a des technologies qui nous permettent de distribuer le potentiel de décision, de production, etc. etc. Donc en réalité, les technologies du digital elles-mêmes challengent la Silicon Valley dans ce qu'elle a de si monopolistique, de si centralisé. Et si on n'écoutait que le technologique, on basculerait automatiquement vers des visions du monde beaucoup plus décentralisées. Donc le paradigme actuel résiste lui-même au potentiel du technologique. Il ne veut pas que le technologique achève ce qu'il veut faire et le force à continuer à fonctionner sur un mode industriel, etc. Donc avec WellLab, on crée des petits laboratoires en se disant que si on change l'échelle et qu'il s'agit de produire pour un petit quartier, là oui, on peut imaginer que des technologies soient vertes,
Déjà parce que les gens qui le développent pour leur environnement, donc ils ont conscience de l'impact que ça peut avoir, ce qui n'est pas le cas quand c'est des laboratoires de la Silicon Valley qui développent pour nous. Ils les développent eux-mêmes, donc ils se forment du lien autour du processus même de production de ces technologies, etc., etc. Merci, ça me fait penser aussi à ces possibles alliances. Je trouve des résonances quand je pense à Braga, qui a ses projets de rapport entre art, technologie et la ville, le vécu citoyen aussi, qui est aussi une ville, pas d'une grande échelle, mais d'une échelle petite. C'est une petite ville, surtout si on compare avec les villes africaines et au Togo. Mais je pense que là, j'étais en train de vous écouter et de penser que oui, c'est des technologies qui se développent en connaissant bien le terrain, en ayant responsabilité aussi sur le terrain dans lequel elles sont en train d'utiliser. Peut-être il y a ici un échange intéressant avec le temps qui peut se... avec Braga, avec, je ne sais, voilà, j'imagine. Parce que... Et là, j'ai deux autres questions. Une, ça a un rapport avec... Parce que ce projet de la modernité, c'est un projet situé avec une origine en Europe, non, vous avez bien tracé d'une façon synthétique l'histoire un peu, et après que ces projets situés, ça a projeté et continue à vouloir se projeter. Et je pense que ce que vous présentez, c'est aussi un mouvement de résistance à cette projection d'Europe, donc cette colonisation continuelle, même économique. Mais je pense aussi, parce que vous avez présenté, vous donnez des conférences, comme ça, vous avez présenté vos travaux et vos expositions aussi dans ces continents. Et je pense, j'aimerais bien de vous écouter à propos des possibles alliances qui peuvent exister entre le territoire qui a forgé cette paradigme de la séparation, mais que je crois qu'il est aussi très fatigué de ce paradigme. C'est pas l'idée vraiment que les autres contextes peuvent nous sauver. C'est pas ça. Alors que les autres territoires peuvent nous sauver de cette fatigue de la séparation. Mais quel type d'alliances peuvent être créées? Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Ma présence ici, déjà, en Afrique, j'ai très peu d'espace comme celui-là, avec toute la légitimation qu'il construit. Donc, c'est déjà une possibilité de collaboration. C'est-à-dire que les gens qui portent le discours que j'ai ont besoin de l'Europe pour avoir l'espace de passer les premières étapes avant de revenir en Afrique et d'articuler avec du concret. Sans cette possibilité, ce que je fais sur le continent, qui est très difficile, le serait encore plus parce que je n'aurais même pas cette lumière qui peut me protéger des coups que je pourrais prendre là-bas. Donc il y a déjà, je pense que la mise en chantier en Europe même est très contrainte. En tout cas, quand je parle de l'Europe un peu centrale, la France, etc., certainement que dans des plus petits pays comme le Portugal, on peut expérimenter des choses. Mais il me semble que le projet moderne est allé tellement loin déjà en Europe qu'il y a très peu de marge pour remettre en chantier ou en jachère un projet organique radical, parce que la chose s'est beaucoup... voilà, ça s'est cristallisé à un niveau très élevé. Alors qu'en Afrique, il y a de l'espace. Il y a des failles et surtout, il y a un chamboulement un peu politique qui se met en place. Et si on arrivait à la faveur de ce changement, ça ne va pas se faire tout de suite. Peut-être les gens vont se tromper, vont se casser la gueule, ça va reprendre, etc. Mais il y avait déjà une possibilité, parce que l'État était démissionnaire, de mettre en chantier des choses, des expérimentations. Et il va y avoir d'autres possibilités aujourd'hui, parce qu'il y a des États qui arrivent et qui professent qu'ils sont contre, même s'ils ne le disent pas comme ça, le projet moderne. Et c'est des États qu'on peut mettre en face de leurs responsabilités, de nous faire de l'espace à nous autres pour expérimenter des choses. Donc,
la collaboration, en tout cas instinctivement, me semble être beaucoup plus dans le caractère intellectuel et la protection que l'Europe peut accorder. Mais pour ce qui est de l'expérimentation, il y en aura forcément plus, de mon point de vue, dans la périphérie qu'en Europe même. Mais on peut se retrouver à la fois sur l'intellectuel et sur l'expérimentation. Vous en vous déplaçant pour expérimenter et nous en nous déplaçant pour avoir l'espace de pouvoir déployer le théorique. Oui. Ça fait partie aussi du changement de paradigme, comme ce sont des outils pour... Oui, complètement. Oui. Ouais. J'ai trouvé très intéressant maintenant ce que vous avez dit, vous avez parlé de la faille et des possibilités. Donc peut-être c'est ça qu'on a besoin aussi de regarder, c'est où sont les failles pour ouvrir les possibilités. Et là, ça m'a fait penser aussi parce qu'une des séparations, de ces dernières séparations que vous avez mentionnées, c'est cette séparation avec le corps. Et ça me fait penser encore une fois à la conversation qu'on a eue tout à l'heure avec Hélène, qui parlait aussi en effet de forêt, en effet des arbres, en effet des animaux. Donc je crois qu'il y a des résonances très proches. Donc nos corps ont tous ces liens, tous ces lianes, comme ça, toute cette complexité. Et ça m'a fait penser aussi à une conversation qu'on a eue le week-end passé avec Joanna Moll, qui est une artiste qui travaille beaucoup sur toutes les informations que les sites internet, Google, les grandes entreprises gardent sur nous, des informations très privées, la quantité de surveillance, l'énorme surveillance qui existe sur notre vie privée. Et en ce moment, elle est en train de travailler avec une chorégraphe sur les effets dans le corps. Donc, comment ça est en train de produire des attaques de panique. C'est comme si il y a aussi une faille au niveau des technologies, que le corps apparaît et qui dit, voilà, là, il y a la possibilité de faire autrement, peut-être dans cette faille qui est une très grande fragilité. On connaît bien ça, la fatigue technologique, les attaques de panique qui peuvent exister, ce sentiment d'être trop lié à des appareils comme ça. Donc là, peut-être il y a aussi une faille. Je ne sais pas si... Oui, non, complètement. L'organique résiste et il faut observer toutes les formes de révulsion. Et le corps comprend qu'il est attaqué. Et ça doit être un des espaces les plus investis par les artistes aujourd'hui. Il faut une radicalité du corps, et notamment les danseurs devraient être à l'avant-garde de cette résistance à ce que nous proposent en réalité les choses aujourd'hui. Peut-être je vais commencer à ouvrir la conversation vers ce côté-là. Faire un cercle qui n'est pas vraiment un cercle, mais on peut imaginer que c'est un cercle. Donc, se tiverem algumas questões, podem colocar em português, porque serão traduzidas. Yeah. Obrigada. Não. Está ligado? Agora sim? Não? Ok, sim. Eu só queria que eu, quando falou dos Enclos de Inovação, do Hub, eu penso que envolverá essencialmente jovens, ou não? Ou quando pensou nesse processo de relação das tecnologias com as tradições e com o território mais... com o território é essencialmente para jovens e isso é também um ato, é também parte desse ato político, dessa mudança, como fosse uma espécie de falha, uma oportunidade para os envolver e para não os alienar do que se passa no resto do mundo, e uma forma de lhes trazer também a possibilidade de usarem essas tecnologias para resolver as suas questões, mas de um ponto de vista local, é essencialmente aos jovens
são essencialmente os jovens que são envolvidos nesses projetos da Hub, ou non? Oui, donc pour régler le problème que j'ai brossé tout à l'heure, l'Afrique a deux arguments. C'est-à-dire que c'est le continent qui a la plus grande ressource d'imaginaire organique encore aujourd'hui. Il y a plus de cosmogonie, plus de vision alternative du monde. Ma maman, par exemple, qui est PEDA, pense que le python est un parent. Et pourtant, on est quoi? On est en 2024. C'est-à-dire qu'un python qui rentre chez les PEDA, il n'est pas tué. C'est limite si on ne lui donne pas un lit, parce que c'est une sorte de grand-père qui visite, etc., etc. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des parents pigeons, etc., etc. Donc c'est quand même le territoire où il y a le plus, encore aujourd'hui, hein, en tout cas en termes de masse, les imaginaires dont nous devrions nous servir pour construire ce paradigme différent. Et le deuxième argument du continent, c'est sa jeunesse. Donc une extrême jeunesse. J'entendais dire au Sénégal que 75% de la population a moins de 19 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc si ces deux ressources arrivaient à coaliser, l'Afrique serait réellement à l'avant-garde de cette proposition alternative. Donc nous, ce qu'on fait n'est pas... Enfin, les labs que nous créons ne sont pas fermés aux plus vieux, mais de fait, oui, mais aussi parce que c'est de technologie qu'on parle, de digital, etc. Le public est beaucoup plus jeune, mais c'est tant mieux puisque c'est... nous, notre horizon, c'est 2050, c'est ce que nous essayons d'adresser. Et c'est des gamins qui ont 7, 8, 9, 10 ans aujourd'hui en réalité et qui devront faire face aux problèmes de cette urbanité. Et donc, et nous, on a dit tout de suite que face aux problèmes de l'urbanité africaine, la chose à faire, ce n'était pas d'être prêt. L'idée qu'il faut être prêt et développer tout pour que ça se passe bien est un peu illusoire parce que c'est une urbanité tellement inédite qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et les solutions qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui pourraient être complètement caduques parce qu'il y a eu un angle mort dans notre analyse de la chose. Par contre, si on est préparé, c'est-à-dire qu'on commence à faire dès aujourd'hui des Africains qui, quelle que soit l'ampleur du problème, peuvent le régler, là, on a plus de chances. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait des citadins qui, demain, normalement, devraient pouvoir retomber sur leurs pattes, quel que soit le problème. Donc, on s'adresse aux jeunes, par défaut, en quelque sorte. Outras questões ou partilhas? Eu gostava de tentar cruzar aqui dois pontos que tocou. Um deles que vem da ideia da Hannah Arendt, da ideia de transcendência do político que procura transcendente para se eternizar e, portanto, ela associa essa ideia a uma ideia de totalitarismo. E há um filósofo português, José Gil, que aborda exatamente essa ideia e a qual contrapõe uma ideia de imanência no plano político. E o meu ponto tem a ver com aquilo que falou, com uma relação quase telúrica com a terra, com a natureza, e o que tem isso também de imanente, e se isso poderá servir como modelo, tendo a tecnologia como um aliado, como nas suas práticas acontece, como é que vê esta relação entre uma ideia de imanência, tecnologia e eventualmente uma convivência mais democrática, ou uma coexistência mais democrática? Comme je l'ai dit, la technologie n'est pas le problème. Le problème, c'est le paradigme. En réalité, si vous observez bien la courbe que prend le technologique, elle a l'air de reboucler avec le naturel. C'est-à-dire qu'on a des technologies de plus en plus organiques, de plus en plus distribuées. Elles ne sont pas du tout modernes, les technologies. Elles sont très primitives dans leur essence. Et on tend de plus en plus, avec le quantique, vers des ordinateurs de carbone.
Donc en réalité, le technologique, si on la laisse elle-même avancer, boucle avec la nature. Donc cette possibilité de jonction du technologique et du naturel, pas du transnaturel à la Silicon Valley, est en potentiel dans le technologique lui-même. Donc il faudrait juste l'accompagner. Tout l'effort de la Silicon Valley aujourd'hui, justement, c'est de différer cette possibilité du technologique de reboucler. Et moi, parce que je ne connaissais pas ce potentiel, comme beaucoup de gens, j'étais technophobe au début, mais c'est parce que j'ai côtoyé des communautés hackers, etc., que j'ai vu qu'en réalité, c'est pas le technologique, mais c'est le paradigme marchand qui, en quelque sorte, dévie la technologie de son vrai potentiel, qui est d'être très naturel en réalité. Donc, ce que je fais, moi, c'est que pour hâter cette possibilité de reconnexion du technologique avec le naturel, je pars de la course que l'humain a proposée, ou la trajectoire que l'humain a proposée pour passer du naturel au technologique. Puisque la toute première technologie que l'humanité a inventée, c'est le groupe. C'est l'idée d'ajouter de l'homme à l'homme. Pas de l'humain augmenté avec des capteurs dans le corps, mais l'idée qu'on pouvait être ensemble. Parce que si on est ensemble, on peut plus facilement mémoriser tout ce que je viens de dire là. On peut plus facilement bouger les tables, etc. Donc l'humain a très vite compris le potentiel technologique qu'il y avait à s'associer à d'autres humains. Et ils ont développé énormément de complexité pour rendre cela possible. Il y a énormément de complexité dans les groupes, dans les structures sociales, beaucoup plus que dans du technologique en réalité. Et cette complexité-là a toujours inspiré le technologique. Le technologique a été très respectueux de la structure sociale, l'a vu comme un modèle et seulement quelque chose au service duquel il faudrait être. Mais avec les nouvelles technologies du digital, mais parce qu'elles sont entre les mains, bon, je dis la Silicon Valley, mais il n'y a pas que la Silicon Valley, il y a les laboratoires chinois qui ont aussi une approche très techno-capitaliste. Le technologique, pour la première fois, prétend ne plus avoir le social comme modèle, mais proposer du social à la place du social. Ce qui fait que le technologique aujourd'hui écrase toutes les structures sociales que nous avions. Maintenant, si vous mettez le technologique à sa bonne place, en lui rappelant son lien d'origine avec du naturel, puisque c'est l'observation de la nature qui a été le modèle pour construire des sociétés humaines, et puis c'est le modèle des structures sociales qui a inspiré tous les auxiliaires, les premiers outils, etc. Vous pouvez recréer l'espace de reconnexion du technologique avec la nature. De toute façon, ce n'est que ça que demandent en réalité les technologies du digital. Merci. Bonjour, je vais poser une question en français. Et peut-être pour avoir un regard sur l'Europe aujourd'hui, votre regard sur l'Europe. On parle beaucoup de transition en Europe. En fait, toutes les politiques, tout le financement parlent de transition économique, transition énergétique, d'une Europe post-carbone. Cette idée de transition, comment le voyez en fait cette transition? Est-ce que finalement, par rapport à ce que vous avez dit, elle est une impossibilité parce qu'elle s'est faite sur le même paradigme, ou il y a un peu d'espoir, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Est-ce que vous me comprenez? Oui. Oui, oui. Votre français est très, très clair, très bien. Depuis hier, j'essaie de vous en convaincre. Il est très compréhensible. Sans un changement de paradigme, j'ai peur que tout ce qu'on fait ne soit limité en réalité. Et le problème de l'Europe, c'est qu'on a atteint un niveau, une sorte de foi dans la stabilité des concepts. C'est-à-dire que l'Europe n'est plus qu'entre les mains de techniciens. Et les techniciens, ils ne challengent pas le paradigme. Les techniciens, ils restent engoncés dans le paradigme et essaient de développer, ils font des réformes en fait. Mais ils ne challengent pas le paradigme. Ils trouvent des solutions à l'intérieur du paradigme. Ce qu'il faudrait, c'est des gens qui s'autorisent
à renverser complètement le paradigme. Et tout ce qu'on va proposer, même si ça fait sens et que ça peut régler ponctuellement le problème, ne sera pas efficace s'il est toujours drivé par des logiques marchands. L'homme européen est persuadé que la logique du profit, c'est comme les tables de la loi, c'est descendu du ciel. On ne peut plus revenir en arrière. Et en réalité, les enjeux qu'on a aujourd'hui, les challenges d'aujourd'hui, ce qu'ils appellent, c'est ça, c'est qu'on en finisse avec la logique du profit. Et on n'arrive pas à le formaliser en Europe aussi radicalement que des sociétés qui, parce qu'elles ont vécu d'autres façons de voir le monde et d'autres façons d'être mises en relation, arrivent, elles, à le formaliser. Donc, il faut des réformateurs, il faut des techniciens, mais il faut peut-être aussi en Europe des artistes qui, eux, vont beaucoup plus loin et qui, ne serait-ce que formalisent la possibilité de se dire que la civilisation européenne, ses fondamentaux, ses bases, qui ont beaucoup à voir avec la question du profit, sont mauvais et qu'il faut juste changer ça. Pour l'instant, je ne vois pas de proposition aussi radicale, aussi courageuse. Ça reste des solutions techniques. Merci. Il y a une autre question, ali ao fundo. Il en faut des solutions techniques. Je ne veux pas dire non, il faut, en entendant, investissons tout ce qui nous permet techniquement, surtout à l'échelle de régler le problème. Fica bastante claro tudo aquilo que você coloca para nós como desafios a serem enfrentados. Mas aí eu gostaria de perguntar, numa espécie de provocação mesmo, qual seria o papel do Estado quando você propõe uma revolução de ideias, de paradigmas, de reformulações? Qual seria o papel do Estado, uma vez que justamente o capital é talvez o maior desafio, porque é ele que forma a maior parte dos políticos que estão formulando a legislação em qualquer parte do mundo nesse momento? Alors, je ne vais pas, moi, décider de ce que serait le rôle de l'État. La première chose déjà à faire, y compris en Europe, et je ne comprends pas pourquoi on diffère cette chose-là, alors qu'il apparaît de plus en plus évident qu'ici même, il y a une crise de la démocratie et que le système démocratique ne fonctionne pas. La première chose à faire, donc, c'est d'avoir conscience que les humains partout sur la Terre ont imaginé différentes possibilités de faire État et qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire État et que la façon actuelle, la façon générale, la façon occidentale, européenne de faire État est très neuve par rapport à l'histoire de l'humanité. C'est très récent et c'est des hommes qui l'ont mis en place. Des hommes pourraient décider qu'ils créent autre chose. Et il faut avoir le courage d'aller vers cela. Il faut réinventer l'État lui-même par rapport à ce qui sont le potentiel de notre réalité. L'État est archaïque aujourd'hui par rapport au potentiel du technologique. Ce n'est pas possible que sur les 20 dernières années, on ait connu toutes les révolutions technologiques, la blockchain, l'intelligence artificielle, etc., qu'on ait ce potentiel nouveau et qu'on considère qu'on peut toujours organiser les sociétés humaines avec un président et un gouvernement. C'est illogique. Les technologies, les ressources, les possibilités ont changé. La gouvernance devrait suivre. On a des façons beaucoup plus démocratiques aujourd'hui, en potentiel dans les technologies, de faire société. Mais on continue enfin, l'État est archaïque, le politique est archaïque par rapport à ce qui est le vrai potentiel du technologique. Et l'Europe, qui a produit cette grande radicalité qui est la modernité, normalement devrait être capable de reproduire une nouvelle radicalité. Ce dont on se rend compte, c'est que les Européens sont devenus un peu grassouillés philosophiquement. Vous êtes installés dans une forme de stabilité. Il n'y a plus de philosophie radicale, ou en tout cas, peut-être que la chose par le profit,
c'est tellement cristallisé qu'il n'y a plus de marge désormais dans la structure européenne telle qu'elle est aujourd'hui pour qu'émerge de la radicalité de la pensée. Et dans cette configuration, il faut peut-être passer la main à d'autres géographies et leur donner les moyens, eux, de construire cette alternative-là. Une forme de réparation aussi, que c'est une des questions que... Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'il y a une autre question, partage. Oui, là. Pode ser uma pergunta em inglês? Sim, Sim? penso que sim. Se for preciso para a tradutora, eu posso dizê-la depois em português. Estou só a falar aqui com a tradutora para dizer que a pergunta vai ser feita em inglês. Sim. Sim. Many of the issues you talk about today are because we live in a time with a very narrow anthropology. The narrow anthropology is modernity, capitalism, and how it entangles. So we only have some options for ways of being, how we use our time, and on what scale. So if we think about our digital devices, it puts us in a certain scale, in a certain way of being, and in a certain mode of time. But we know the human species is very diverse, and they live in very different ways. The Sami in the north of Finland and Sweden use reindeer time because they co-live with the reindeer. Some communities around the world measure time through the flowering of plants or the milking of cows. So we have other anthropological ways of being and understanding time and scale. How do we open the doors of perception on what already exists elsewhere in the world? Desculpe, é uma pergunta muito longa. How do we open doors of perception to the ways other humans are already living beyond modernity, beyond capitalism, existing ways of living? I hope it's clear. Sim. Sim, eu posso dizer em português, assim, de uma forma que se calhar não é tão completa, mas vou tentar fazê-lo. A questão tem a ver com como é que havendo... ela está a fazê-lo, está a fazer a tradução, não é preciso. Portanto, Alastair estava a referir há pouco que existem outros modos de viver, outras formas antropológicas, outros modos de fazer mundo, não é? Múltiplos e que não se coadunam, não dizem respeito só à modernidade. E deu exemplos também do povo Sami na Finlândia, Sami na Finlândia e outros. E a questão era como é que abrimos as portas da percepção para que esses outros saberes, estas outras formas, não é, de fazer, de nos relacionarmos com as diferentes escalas do mundo, com as diferentes temporalidades, não é? Estou assim, como é que abrimos as portas da percepção para acolher estes saberes? Oui, alors je m'empresse de préciser que quand je parlais de l'hégémonie de l'entité moderne et de son centre d'émergence qui est l'Europe, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'elle a mis en crise en Europe même des visions organicistes du monde. Hein. L'Europe même était traditionnelle et il y avait beaucoup de
de vision du monde qui était très proche, en réalité, de ce qu'on voit dans les sociétés extra-européennes. Donc, en Europe même, beaucoup de la violence a été exercée avant qu'elle ne s'émancipe du continent et qu'elle serve à soumettre d'autres populations. Maintenant, la question, c'est comment on accueille ces visions alternatives du monde. Et il faut ouvrir. Moi, je ne suis pas européen. Je serais bien en peine de vous dire quoi faire. Mais pour sûr, vous ne pouvez plus. Enfin, l'humanité ne peut plus dépendre uniquement des archives occidentales. Il y a d'autres types d'archives, d'autres formes d'archives. Il faut s'ouvrir à toute la richesse des archives humaines et prendre à gauche et à droite, à mon sens, pas à gauche et à droite, mais le fondamental pour construire une alternative. Et quand je dis le fondamental, je suis très structuraliste dans mon approche. Je pense qu'il y a quand même une ligne dure dans la façon dont toutes les sociétés traditionnelles se sont pensées, dans leur radicalité organique. Et c'est ça qu'il faut toucher du doigt. Comment des populations indigènes en Finlande peuvent être très proches de populations indigènes africaines dans un fondamental qui est de construire un paradigme qui est celui de la proposition d'une cohérence de l'installation humaine avec son aire d'accueil et la structure biosphérique qui l'accueille. Donc non, il faut faire la somme ou le relevé de toutes ces archives pour bricoler une archive aujourd'hui qui soit globale ou rendre la possibilité d'avoir la cohabitation de différents types d'archives sur une entente qui serait globale. Je pense qu'il faut aussi favoriser dans les territoires extra-européens l'émergence de cette alternative. C'est aussi un enjeu, surtout quand on parle d'échelle. C'est pour ça que moi, j'invite beaucoup à regarder à l'Afrique. Il y a un problème africain. C'est-à-dire que l'alternative dont nous parlons, même si elle émerge ici, si c'est les Occidentaux qui finissaient par la coucher et finissaient par eux-mêmes à divorcer avec le paradigme moderne pour proposer quelque chose qui fait plus sens, ça serait très vite provincialisé, ça serait très vite marginal, parce que les Africains, entre-temps, eux, ils auront épousé la modernité et l'auront apporté très rapidement à son niveau d'achèvement. Donc vous feriez cette révolution, mais ça ne servirait à rien, parce que les Africains auraient commencé à vivre comme vous. Et comme ils sont beaucoup plus nombreux, vous aurez fait le combat uniquement pour vous, mais vous subirez quand même les conséquences de la modernité, parce que le nombre étant de leur côté, mathématiquement, ce qu'ils font rejaillira sur vos modes de vie. Donc en fait, l'enjeu est beaucoup plus là-bas. C'est en Afrique qu'il faudrait favoriser cette alternative. Si l'alternative émerge en Afrique, vous en profiterez mathématiquement. C'est pour ça que l'Occident doit changer complètement sa relation à ce continent. Pendant longtemps, la logique, même si elle n'est pas assumée, a été de mettre le continent africain dans une forme de végétation, d'avachissement, et on a considéré que c'était le meilleur moyen pour les Occidentaux de tirer profit de cette relation. Vu la démographie qu'on a en Afrique, cette posture n'est plus tenable. Il faut se dépêcher d'aider les Africains à être épanouis. Parce que s'ils continuent à rester exploitables au niveau multidinaire où ils seront, même l'exploiteur va en souffrir. Donc il se passe quelque chose actuellement qu'il faut favoriser dans le bon sens, finir avec les crispations de l'ancien temps dans la relation et encourager, pour appeler ça caricaturalement, l'avènement réellement sans biaiser, hein, sans tricher dans la relation, l'avènement de la démocratie sur ce continent. Et si vous créez la marge pour que les Africains réellement, en étant honnêtes avec eux, réussissent à
à déployer leur énergie et que cet appel à la liberté qui est maintenant celle de la jeunesse africaine avait les possibilités de se réaliser, ce ne serait pas seulement un combat que vous mèneriez pour les Africains, mais que vous mèneriez pour l'humanité entière. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Occident continue à avoir un rapport très archaïque à ce continent à un moment où ce rapport-là ne vous profite plus. S'il n'y a pas une question urgente, moi je ferai une dernière, mais s'il y a une question, un autre commentaire, je crois que sinon je fais une dernière seulement pour clôturer ici un peu la conversation, parce qu'on va avoir aussi une performance au Théâtre Cirque à 9h30. Ah non, pas Théâtre Cirque, désolé, c'est ici, Generation Black Box, en haut, deuxième étage. Ma question se connecte un peu avec la conférence d'hier, le travail de Code 9 qui va présenter son spectacle aujourd'hui. Parce qu'hier, il a été ici dans une conversation et on a beaucoup parlé sur les fictions soniques et sur la question de la fiction pour créer des mondes alternatifs. Changer de paradigme peut-être, même si on n'a pas hier, si je me souviens bien, entendu parler de changement de paradigme. Mais je voulais revenir à cette question de l'art, de l'importance de l'art pour ces projets de changement de paradigme, et surtout de la fiction, parce que parfois on pense beaucoup que la fiction, ça peut être opposé à la réalité, ça c'est une vision un peu réduite des choses, de la dynamique des choses. Et quand vous avez parlé de ces changements qui sont en train de s'opérer, vous avez parlé de l'anthropocène et vous avez parlé aussi de la science et du quantique. Cet exemple qui on peut être ici, on peut être ailleurs en même temps. Ça paraît presque tout domaine de la fiction scientifique. C'est que Code 9 travaille aussi dans son travail de fiction, mais ça m'a fait beaucoup penser à ce livre qui malheureusement n'est pas encore traduit en portugais de Leonora Miano, Rouge Impératrice. Parce que là, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais dans Rouge Impératrice, Miano, qui est une écrivaine camerounaise, elle montre une Afrique qui dans 200, 300 ans, je ne sais pas, mais dans le futur, qui s'est fermé au reste du monde et qui est très, très développé technologiquement, mais qui a aussi fait... L'Europe est dans un état de catastrophe absolue, les choses sont inversées un peu. Et il y a tout un développement qui a aussi un lien avec le quantique, mais qui a aussi un lien avec les savoirs traditionnels, très anciens. Donc il y a de cette fiction, mais qui ça me paraît aussi une sorte de fiction très politique et une sorte d'horizon politique que je crois qu'elle écrit dans ses romans. Elle fait cette connexion entre le quantique, ces technologies très très avancées qui sont en train d'être développées, en connexion avec ces technologies très traditionnelles de déplacement entre des espaces et des niveaux de monde. Donc, peut-être on peut faire un peu ici des spéculations sur ça, parce que c'était tellement présent cette image du roman de Leonora Miano. Je ne sais pas si vous pouvez parler un peu plus sur ça, pour en finir et pour revenir à ce terrain de la fiction que je trouve c'est très important aussi, parce que fiction, ça veut dire, ça vient du faire aussi, non? Ça a une racine à latin qui a aussi un rapport avec le faire. Je n'ai pas lu Rouge Impératrice, mais il paraît que, de l'aveu même de l'auteur, que j'aurais inspiré la ville ou que je serais une des inspirations, pour ne pas peut-être m'approprier tout le mérite. C'est peut-être pour ça que ça vous vient quand je parle. Mais oui, je pense qu'à la faveur du développement du quantique, beaucoup de choses aujourd'hui qui sont recouvertes du religieux, du magique, s'expliqueront
beaucoup plus simplement, et que des systèmes de croyances africains, mais pas que, traditionnels, seront réhabilités. Voilà. Et il y a là effectivement un espace un peu anticipatoire à occuper pour la science-fiction, de ce moment où la science et la magie, hein, pour faire vraiment très abstrait, se rejoindront. Mais c'est quelque chose qui, enfin, tous les jours, la science cède un peu plus donne un peu plus de crédit à la magie aujourd'hui avec le quantique. Donc c'est plus ou moins normal. Maintenant, sur l'importance de la fiction, le pouvoir de la fiction, encore une fois, la modernité en Europe n'a pas triomphé parce qu'elle était bonne. Elle a triomphé par son pouvoir d'affecter aussi. Et la capacité à produire des imaginaires cohérents, à déployer de la ressource pour... je ne sais pas, Bourdieu explique ça très bien. Le fait qu'une idée ne vaut pas uniquement par elle-même, mais par toute la possibilité d'architecturer, d'institutionnaliser sa pertinence. Et que les idées ne gagnent pas les unes sur les autres, mais c'est un conflit de véhicules. Et que c'est l'idée qui a le meilleur véhicule qui triomphe, en fait. Et donc, oui, il faut déployer dans le combat, hein, si on peut voir ça comme un combat, ce que moi j'appelle de la fabulation spéculative. En fait, ce futur idéal, il faut le rendre concret aussi parce qu'on le propose aux gens tout de suite. Et ça passe par des médias, de l'art, et même de l'art un peu massifié. C'est-à-dire que moi, j'aurai les ressources de Walt Disney. Je vous persuade de ce que je dis là, et je vous le fais toucher du doigt beaucoup plus facilement en réalité. Et en faisant cela, j'en active la possibilité beaucoup plus fortement. L'imaginaire dans lequel les choses peuvent émerger. Exactement. Les réalités peuvent émerger. Bon, peut-être, je crois que c'est l'heure d'arrêter un peu. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, à tous. E muito obrigado pela vossa presença.